Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission cette semaine dans Dautré. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Notre actualité cette semaine, lors d'une conférence de presse, Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, a donné les détails concernant le passeport vaccinal. Monsieur Robert Schke, ministre de l'Éducation, a ensuite tenu un point de presse pour donner les grandes lignes de la rentrée scolaire. Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, a annoncé une aide financière de près de 870 $ pour appuyer la réalisation de 25 projets de nature touristique dans la région de Lanaudière. La 44e édition du Festival de Lanaudière est maintenant terminée. Renaud Loranger, directeur artistique, et Xavier Roy, directeur général, ont réalisé un bilan de cette édition qui n'était pas comme les autres. La séance du mois d'août du conseil municipal de Lanoraie a eu lieu cette semaine. En remplacement du maire, M. Gérard Jean, Sainte-Josée Castonguay, qui est la conseillère du district 1, qui était la mairesse suppléante. Amélie Drainville, porte-parole pour Québec solidaire Berthier, est venue en studio nous parler de l'événement du 14 août nommé Territoire et solidarité. La nouvelle exposition Fragments incertains de Gabrielle Lalonde et Francine Vernac sera présentée jusqu'à la fin août à la chapelle des Cuthbert. Bonne émission à vous! D'ailleurs, je veux absolument souligner que parmi les Québécois éligibles à la vaccination en date d'aujourd'hui, 84% ont reçu une première dose et c'est quand même important, 70% en date d'aujourd'hui ont reçu une deuxième dose. Alors, quelques chiffres. Je sais que certains nous suivent de très près avec ces statistiques-là. Il nous manque 400 000 deuxièmes doses pour atteindre notre objectif initial de 75% de personnes pleinement vaccinées dans toutes les tranches d'âge. Alors ça, c'est déjà tout un succès. Nous avons vacciné 6,3 millions de personnes avec une première dose, c'est ce qui représente notre 84%, et 5,2 millions avec une deuxième dose, qui représente le 70% dont je parlais tout à l'heure. Et rappelez-vous, j'étais ici il y a quelques semaines, on avait dit qu'on appliquerait le passeport vaccinal au 1er septembre, seulement si la situation se détériorait. Ça, c'est l'entente qu'on avait avec les Québécois. Étant donné l'augmentation récente des cas, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'augmentation du variant, l'automne qui s'en vient avec la rentrée au travail et à l'école, et la prévalence attendue du variant Delta, les conditions sont réunies pour déployer le passeport vaccinal, comme l'a annoncé le premier ministre la semaine dernière. Le passeport vaccinal sera implanté. Maintenant, nous voulons aussi faire les choses graduellement. Graduellement, en profitant pleinement des prochaines semaines, avant la rentrée, pour qu'on soit bien préparé pour une mise en place du passeport qui soit faite de façon organisée et cohérente. Notre objectif est que le passeport vaccinal permette aux personnes qui sont adéquatement vaccinées d'avoir accès, il veut qu'on écoute bien les mots, d'accès aux événements publics qui sont à fort achalandage et aux activités qu'on appelle à haut taux de contact de socialisation pour des activités et des services, et je le dis bien, non essentiels. À noter que pour le moment, le passeport vaccinal ne s'appliquera pas au commerce de détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par événements publics à fort achalandage? Ici, on pense entre autres à des festivals et à des lieux intérieurs de grande capacité. Mais par les activités à haut taux de contact, qu'est-ce qu'on veut dire? Ce sont des lieux de grande socialisation, mais on pense aux bars, aux restaurants ou aux salles d'entraînement, par exemple. Ça, c'est vraiment nos deux grandes catégories. L'idée, et elle est très simple, c'est ce qu'on vous a déjà dit, l'idée, c'est de donner accès à ces lieux seulement aux personnes pleinement vaccinées à compter du 1er septembre au lieu de les fermer par confinement, ce qu'on a fait dans les 3 premières vagues.
Bon, maintenant, ça c'est à ceux à qui ça va s'appliquer. Ça, c'est les grands principes. Maintenant, pour qu'on se prépare bien dans les 3 prochaines semaines, d'ici le 1er septembre, on va commencer des tests d'application du code QR avec des projets pilotes. On a déjà fait des applications à l'intérieur de nos employés, dans nos ministères. On est déjà très avancé. Par contre, on va déployer cette semaine un premier projet pilote. Moi, je l'appelle encore la cage au sport, mais ça s'appelle la cage brasserie sportive. Bon. À compter de demain, c'est-à-dire les 11 et 12 août, à Québec, au Centre Le Bourgneuf, on va faire un test pendant 2 jours avec l'accord de la direction, qu'on apprécie beaucoup le travail qui va se faire avec eux, pour justement tester et l'application, je vais sortir mon petit téléphone pour tout à l'heure, l'application elle-même, parce qu'il va y avoir une application de lecture pour le commerçant, mais il va y avoir aussi une application pour le client qui, lui, veut s'assurer que son code est bien enregistré. Donc, premier projet pilote cette semaine avec toute l'équipe de Daniel Paré. Caroline est prête, elle pourra vous donner des réponses. Je pense qu'ils ont très hâte de commencer demain. La semaine suivante, on va le faire avec un gym. La semaine du 17 et 18 août, on va le faire avec un gym. Encore une fois, on les remercie. Econo-Fitness à Laval, à Vimont. Alors, Econo-Fitness Vimont à Laval, pardon, le 17 et 18 août. Puis, dans les discussions qu'on a eues dans les dernières heures avec plusieurs commerçants, puis ça, je pense que Caroline pourra en parler tout à l'heure, il y a même un propriétaire de bar qui sont avancés, qui seraient intéressés à faire un test aussi durant les prochaines semaines. Ça vous montre juste un peu le côté positif des commerçants qui veulent participer à ces projets pilotes-là. Donc, une autre très bonne nouvelle qu'on a appris dans les dernières heures. Donc, ces 3 projets pilotes-là vont pouvoir nous permettre dans les prochaines semaines de faire des ajustements nécessaires à la mécanique d'application, de donner le temps aux lieux qui sont visés par les passeports, puis là je pense aux bars, aux gyms, aux restos, mais aussi aux salles de spectacle, aux festivals, d'être capable de voir comment l'application peut être ajustée au cours des 3 premières semaines pour être prêt au 1er septembre. Évidemment, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de la rentrée scolaire. Je suis heureuse, mais je suis surtout soulagée de pouvoir confirmer que les élèves vont pouvoir bénéficier dès la rentrée d'un milieu scolaire qui sera dynamique, qui sera vivant, qui sera sous le signe de la normalité. Et ça, Jean-François en a parlé, c'est notamment grâce au taux de réponse vaccinale qui est très élevé chez les 12-17 ans. Alors, à mon tour de vous remercier, de vous féliciter aussi tout le monde pour les efforts. Parce que dès la rentrée, ça va nous permettre d'avoir des activités parascolaires qui vont avoir lieu pour les élèves du primaire et pour les élèves du secondaire. Donc, au primaire, les activités seront accessibles à tous les élèves. En revanche, au secondaire, le passeport vaccinal sera obligatoire pour prendre part à certaines activités parascolaires jugées à haut risque. Et là, les modalités exactes seront précisées sous peu avec la santé publique. Et ce qui est important de mentionner, c'est qu'elles seront évidemment en concordance avec les modalités du sport et des activités civiles. Alors, le message qui est important à retenir aujourd'hui, c'est qu'on encourage les élèves, les jeunes qui ne sont pas vaccinés à le faire dès maintenant pour qu'on puisse participer pleinement à toutes les activités auxquelles on tient tellement. Autre bonne nouvelle, c'est que toutes les écoles secondaires auront la capacité cette année d'offrir 1 heure d'activité parascolaire gratuite chaque jour à tous les élèves. Alors, je le répète, il y a certaines activités qui seront accessibles seulement pour les élèves qui détiennent leur passeport vaccinal, mais on connaît toute la portée des activités parascolaires, de quelque nature qu'elles soient. D'ailleurs, on connaît l'impact sur la réussite éducative. D'ailleurs,
On a parlé avec les élèves dans les consultations au printemps et plusieurs des élèves nous ont mentionné que leur motivation a diminué durant la pandémie, notamment à cause de l'arrêt des activités parascolaires. Alors, ça nous a démontré à quel point les jeunes tiennent aux activités sportives et parascolaires, à quel point c'est une occasion pour eux de socialiser, de se faire des amis, de découvrir de nouveaux intérêts, de tisser des liens. Puis ça, évidemment, ça a des impacts très positifs pour nos jeunes. Bref, on sait que le parascolaire, c'est en quelque sorte un antidote au décrochage. Alors, c'est pourquoi on a fait de gros efforts pour que la rentrée scolaire ressemble le plus possible à celle d'avant la pandémie. Et ça, j'ai confiance qu'on va y arriver, encore une fois, en allant tous et chacun se faire vacciner. Donc, dans les dernières semaines, les derniers jours, j'ai parlé bien sûr aux associations de direction d'école qui représentent autant les gens dans le réseau francophone qu'anglophone, les cadres scolaires, les directions générales des centres de services scolaires, les présidents de commissions scolaires anglophones, les syndicats, plusieurs syndicats, les comités de parents et toutes sortes d'experts ou de personnes qui agissent au quotidien dans nos écoles. Et après, bien sûr, il faut faire des arbitrages, comme je l'ai dit, avec la santé publique. Et on arrive aujourd'hui avec un plan qui est responsable. Il faudra porter le masque quand on va se rendre à l'école. Donc, il faudra le porter dans le transport. Il faudra même avoir un siège assigné dans l'autobus scolaire. Il faudra le porter dans les aires communes, mais il n'est pas requis de porter le masque de procédure en classe ou à l'extérieur ou au service de garde. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire du bien, qui va faciliter, je dirais, même l'apprentissage du langage pour nos plus petits. Pour ce qui est du personnel, eh bien, on se fie aux recommandations de la CNESST. Les enseignants, dans certaines circonstances, en fonction de la distance avec les élèves, peuvent retirer le masque au moment d'enseigner, toujours en respectant les règles de la CNESST. Ce qui est encourageant aussi, c'est qu'on ne ramène pas les bulles classe. Les groupes classes stables qui, l'an passé, ont vraiment donné une contrainte importante à l'organisation scolaire, mais je vais même dire à la santé mentale de nos jeunes. Vous savez, nos jeunes veulent voir leurs amis et quand on est au primaire, au secondaire, on n'est pas toujours dans la même classe que notre ami, que notre meilleur ami. Donc, en n'ayant pas les fameuses bulles classe, eh bien, on est capable de ramener les cours à option au secondaire. On est capable de permettre aux jeunes de se côtoyer. Et on est capable de ramener du sport-études, hors-études, parascolaires, selon des modalités et des détails qui seront présentés tout à l'heure par ma collègue Isabelle. C'est sûr qu'on fait une rentrée alors que la pandémie n'est pas terminée. Donc, il y aura vraisemblablement des cas positifs comme il y en aura partout dans la société. Il est possible qu'il y ait des éclosions, possible que la situation épidémiologique change, auquel cas, on se tournera vers la santé publique pour voir si on doit ajuster le plan, ou la santé publique pourra prendre l'initiative de dire que dans une région donnée ou dans une école donnée, il y a des mesures spécifiques, ponctuelles, qui doivent s'appliquer. Mais le plan général, c'est quand même un plan qui permet aux jeunes de vivre une rentrée qui est plus intéressante, sans bulle classe et en enlevant le masque en classe. Ça, je pense que c'est définitivement du positif. On sait que le tourisme est un levier économique de premier plan pour le Québec. Les entreprises touristiques génèrent bien évidemment des retombées économiques qui sont très, très importantes pour nos communautés, mais il y a bien plus que ça. C'est aussi un vecteur d'identité, de vitrine d'exception pour nos talents québécois partout au Québec. Et avec le tourisme, à travers le tourisme, on a goûté à l'unicité d'une région comme la nôtre, celle de la Naudière, à son dynamisme, sa créativité évidemment, ses paysages exceptionnels. C'est donc avec beaucoup de conviction que je vous dis que la relance économique du Québec, au Québec, ne peut se faire sans une industrie touristique qui est très forte. Je suis particulièrement heureuse de voir l'engouement de tous les Québécois pour notre beau grand territoire qu'est le Québec, un des plus beaux terrains de jeu au monde qui, évidemment, apporte un souffle qui est bienvenu à nos entreprises dans la Naudière comme ailleurs au Québec. Mais le travail ne se termine pas là. On va continuer d'accompagner nos entreprises touristiques et on le voit déjà à travers les sondages et partout au Québec. On allonge la saison estivale. Les gens vont décider de prolonger leurs vacances ou de les prendre plus tard en août et en septembre.
prolonger donc les séjours, diversifier l'offre touristique. Et je suis convaincue qu'avec ces efforts-là, entre autres avec l'équipe de tourisme Lanaudière, on va pouvoir se sortir de cette crise-là encore plus fort. Il y a beaucoup de projets qui naissent, qui grandissent ici dans Lanaudière, et ce, malgré la pandémie, qui prouvent, encore une fois, à quel point notre industrie touristique est non seulement créative, mais très résiliente et qui est motivée encore plus que jamais à faire de la destination de Lanaudière un endroit qui se démarque encore davantage. Tous les entrepreneurs de notre région sont proactifs et le gouvernement du Québec, votre gouvernement, continue de les appuyer. C'est donc avec une immense joie que j'annonce aujourd'hui des investissements de près de 870 000 $ pour soutenir la réalisation de 25 projets de nature touristique ici dans Lanaudière. On est en compagnie de Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et députée de Berthierville. Bonjour, Caroline. Allô, Danielle. Ça va bien? Très bien, merci. Tu es toujours en tournée, hein? Tu as passé l'été à visiter tous les coins du Québec et aujourd'hui, tu es dans notre région. Dans notre région, dans Lanaudière. Puis tellement heureuse de pouvoir visiter les incontournables de Berthier, puis de voir comment, par exemple, ici, le patrimoine bâti, c'est extrêmement important. C'est les racines du Québec, c'est notre identité. Puis bravo aux gens d'entretenir, de faire des expositions ici. C'est un incontournable. Durant vos vacances, il faut absolument faire le détour de la Chapelle. La Chapelle. La saison touristique n'est pas terminée. On en parlait tantôt avec justement Mme Soriol puis M. Brochu. Donc, il y a encore bien de choses à faire jusqu'au mois de septembre, au mois d'octobre. Il y a des belles journées. Il faut profiter du Québec encore. Ce qui est le fun, c'est que les gens ont pris la résolution cette année de planifier leur déplacement. Donc, la saison touristique a commencé un peu plus tôt cette année, en mai, même voire début juin. Et là, il y a des gens qui décident d'allonger la saison touristique. Donc, en août, c'est plein presque partout, en septembre, en octobre. Donc, c'est ça l'idée un peu, c'est de continuer d'allonger les saisons touristiques pour venir aider nos entrepreneurs. Puis très fière aussi que les Québécois aient dit oui à nos passeports à trait, à Explore Québec sur la route, aux éditions spéciales des cartes de la CEPAC. Donc, on avait annoncé un été touristique qui serait supérieur à celui de 2020. Les chiffres officiels vont être publiés quelque part en octobre, mais je suis convaincue que les chiffres sont supérieurs à ceux de l'année 2020. Puis je suis très heureuse que les Québécois redécouvrent le Québec. Tu as fait des belles annonces aussi dans Berthier, dans ton comté, tant au niveau, je ne peux pas dire, réseau routier, des choses comme ça. Tu as fait, comme tu dis, des belles choses. Là. Présentement, la CAQ a vraiment travaillé fort pour le comté de Berthier. Là. Mais en fait, pour tout Lanaudière, où on peut dire bien humblement qu'il avait été un peu délaissé, pour être poli, ces dernières années, des annonces majeures, entre autres avec mon confrère, M. Bonnardel, pour la 158. Nous, aujourd'hui, au tourisme, des investissements de plus de 1,2 million de $ pour venir soutenir nos entreprises touristiques partout dans Lanaudière et également dans Berthier. La session parlementaire va recommencer au mois de septembre. En forme, malgré toutes ces tournées-là, hâte de recommencer et de venir parler encore, de s'impliquer pour Berthier et le tourisme. Absolument. Session parlementaire qui recommence le 14 septembre prochain. Toute l'équipe, toute la députation, au-delà de celle de Lanaudière, est faite et prête pour recommencer les travaux de cette dernière année avant l'élection avec les prochaines élections de 2022. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez déjà qui vont être au menu au niveau législatif ou t'as pas... Je veux pas te mettre dans le trouble? Non, moi j'ai déjà le projet de loi 100 que je vais débattre à partir du 24 août prochain. Évidemment, les discussions vont se poursuivre cet automne pour tenter de trouver des solutions pérennes aux difficultés que vivent non seulement les entreprises touristiques, mais bon nombre d'entreprises avec la rareté de main-d'œuvre. Donc, avec le collègue Jean Boulet, c'est clair que le gouvernement du Québec va s'y attaquer dès cet automne. Bon, bien, je te remercie beaucoup. Grand plaisir. Et on vous reparle encore. À très bientôt. Merci. Salut. En compagnie de la présidente de Tourisme Lanaudière, Mme Soriol, et son DG, M. Brochu. Bien, merci de nous accueillir, un petit peu nous présenter. Je veux juste peut-être faire un petit bilan de la saison touristique dans Lanaudière. On parle tantôt que c'est une région qui est rendue plus découverte qu'elle l'était. Je pense que Tourisme Lanaudière a fait un gros effort pour faire comprendre à l'ensemble des Québécois, puis peut-être la région montréalaise, la proximité de Lanaudière et vraiment les attraits qu'on peut avoir. Hein? En fait, on a cette chance d'avoir ce grand bassin de visiteurs qui viennent de la grande région de Montréal. Et les gens
ne sont pas non plus insensibles au fait qu'on a un magnifique territoire, autant vers le sud que dans le nord. Donc, les gens sont venus en grand nombre. L'été, si on peut regarder un bilan à ce jour, ça a été franchement une très belle réussite. Il y a même des records qui ont été battus. En termes d'hébergement, par exemple, on sait que les chalets, les condos, tout ce qui était gîte ou hébergement un peu d'expérience, les campings, ça a eu énormément de succès. Et aussi, il faut noter que les attraits touristiques de la région ont attiré également beaucoup de gens de la grande région de Montréal. En fait, il y a des endroits où c'était complet partout. Et là, je tiens à dire que c'est vraiment grâce à la résilience et à la force de nos entrepreneurs qui ont réussi malgré tout, malgré la perte de main-d'œuvre, mais la pénurie de main-d'œuvre, voyons, de pouvoir justement faire face à cette demande-là, à cet achalandage-là. C'est eux qui ont mis, dans le fond, la main à la pâte. Alors, ça a été vraiment, pour eux, quelque chose d'une expérience extraordinaire. On peut dire aussi, malheureusement, que Passeport Intérêt va finir en fin de semaine, dû à sa trop grande popularité. Est-ce que ça a eu vraiment un impact majeur? Vous pensez que c'était une belle initiative du gouvernement, justement, de favoriser ça? Oui, c'était une très belle initiative. D'ailleurs, victime de son succès, si les budgets ont été épuisés plus rapidement que prévu, c'est parce que ça a vraiment fonctionné. Les entreprises ont embarqué là-dedans, puis les Québécois ont suivi. Ceci dit, le programme a été renfloué, donc il y a une poursuite qui se fait là, avec ce programme-là. Dans les mois qui viennent, le programme devrait se poursuivre. Ah oui, OK. Et il faut penser aussi, il y avait deux programmes. Il y a le programme Passeport à trait, mais il y avait aussi le programme Forfait Explore Québec. Oui. Et celui-là a été un grand succès aussi dans la région. Ne serait-ce que Bonjour Nature, qui est une agence qui appartient aux entreprises de la région, a déjà généré, juste en été, pour plus de 200 000 de ventes, donc près de 250 forfaits, 300 ventes. Si vous êtes d'accord, en terminant, on peut dire que l'été n'est pas fini. On a la preuve aujourd'hui que c'est pas terminé. On invite encore les gens, même si c'est de la région, à découvrir leur région, à découvrir leur endroit, jusqu'au moins tout le temps. Là. Il y a tout l'automne, qui s'en vient, les couleurs qui s'en viennent ici, le temps ça va se prolonger, il va en avoir jusqu'à temps qu'on arrive là-dedans. Bon, on va souhaiter une bonne fin de saison. Merci. Qui n'est pas terminée. Si vous êtes à court d'idées, visitez simplement lanaudière.ca et vous allez trouver un paquet d'idées pour des activités courtes, moyennes ou plus longues. Bon, parfait. Merci. Au revoir. Le festival a commencé le 16 juillet, un jour plus tôt que prévu initialement, avec l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Kent Nagano. C'était une belle surprise. Évidemment, on en parlait depuis plusieurs semaines, mais l'assouplissement des restrictions d'entrée au Canada est intervenu juste à temps, au début du mois de juillet, pour permettre à M. Nagano de venir sans faire de quarantaine, parce que c'était la seule manière pour lui de venir. Il n'était pas disponible, il ne pouvait pas venir pour 2 semaines de plus. Mais on a été très chanceux vraiment par rapport à ça. Ça faisait longtemps qu'il n'avait plus dirigé devant public à Montréal, qu'il n'avait plus dirigé l'OSM. On se souviendra que M. Nagano a quitté la direction musicale de l'OSM l'année dernière, un peu... c'est triste à dire, mais un peu en queue de poisson, là, alors qu'on lui préparait des adieux sur plusieurs mois, incluant 2 grands concerts ici à l'amphithéâtre en juillet 2020. Donc, c'était quand même très symbolique, c'était très touchant aussi de le revoir. Puis ça a donné vraiment un coup d'envoi au festival qui est parti sur les chapeaux de roue avec ce concert-là. Jacques Lacombe, qui a dirigé la 5e de Beethoven le lendemain, c'était aussi une très, très belle soirée. Et Jacques est revenu ensuite, plus tard en juillet, pour 2 concerts avec l'OSM. Ça faisait longtemps que Jacques n'était plus venu diriger au festival. En fait, ça faisait 17 ans. On avait peine à le croire, mais Jacques était très présent à une certaine époque avec l'OSM ici, notamment dans l'intérim entre M. Dutoit et M. Nagano. Mais évidemment, une fois que le directeur musical, M. Nagano, est installé, c'est lui qui venait au festival pendant l'été. On a eu aussi de très beaux débuts, des artistes canadiens importants qui font de belles carrières ici à l'étranger, mais qui ne s'étaient pas encore produits au festival. Je pense notamment, avec les Violons du Roi, au violoniste Kirsten Leon, qui nous a fait des saisons de Piazzolla d'anthologie le 24 juillet. Je pense aussi au violoncelliste Brian Cheng, qui était avec l'OSM la semaine suivante. Je ne peux pas non plus
passer sous silence les concerts de la fin de semaine dernière là, qui ont conclu le festival en apothéose, vraiment. Intégrale des concertos pour piano de Beethoven avec Marc-André Hamelin, Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, 3 concerts là, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, donc avec l'Orchestre métropolitain, et également le 8 août, combiné à cette Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, la création, la première mondiale d'une œuvre commandée par l'Orchestre métropolitain à une compositrice canadienne d'origine autochtone, Barbara Crowell, Barbara Assidjinak, qui revient maintenant à son nom autochtone, en fait. Voilà, donc une courte pièce là, qui a été jouée ici dimanche après-midi pour la première fois. Parfait. Puis, tu sais, je sais que le premier spectacle, justement, quand vous avez annoncé le 16, Ken Nagano, oui. Ça a fait vraiment un engouement. Je pense que c'était plein après, quoi, 2 jours? 2 jours, absolument. On parlait de ça tout à l'heure. La grande inconnue pour nous, pour l'ensemble du festival, c'était vraiment de la manière dont le public allait se comporter. Aussi sur des délais très, très courts. Parce que quand même, on parle de 11 concerts à l'amphithéâtre, jauge d'environ 1500 personnes. Bon, ça fait quoi? 15, presque 17 000 billets qui sont disponibles et qui sont disponibles en très, très peu de temps. Et l'exemple du concert de Ken Nagano est parfait parce qu'en effet, donc, le concert a été annoncé le 6 juillet et c'était complet 48 heures plus tard. Ça montre que les gens sont vraiment... ils ont soif de musique, ils ont soif de se retrouver, de revenir en salle. Ils ont soif de revenir ici aussi, à l'amphithéâtre, qui est tellement un bel endroit. Donc ça augure, moi je pense que ça augure très bien pour la reprise dans le domaine culturel. Mais il ne faut pas non plus se cacher que c'est une route qui va être encore longue, même si le festival a été un très grand succès. Il y a énormément d'artistes un peu partout au Québec là, qui ont très, très peu travaillé depuis 1 an et demi. Le rythme général est encore un peu, j'ai envie de dire, incertain. Et puis, c'est pas vrai que tout va reprendre comme avant non plus. Donc, il faut pas ignorer ça là, pour l'ensemble du milieu culturel. Exact. Ouais. Moi, j'étais allée voir le spectacle justement avec les grands ballets. Puis, moi, ça m'a impressionné qu'ils fassent avec des masques. Oui. Je voyais, puis ça doit être vraiment... C'est un apprentissage, je suppose. C'est dur de faire un spectacle de 1 heure avec des masques. Oui. Puis ça, c'est un bon exemple parce que c'est vrai pour les musiciens, mais c'est peut-être encore plus vrai pour les danseurs. Ce sont pratiquement des athlètes, ces gens-là. Puis ils n'ont pas beaucoup travaillé pendant très longtemps. C'est un grand défi aussi pour eux sur le plan physique, simplement, de retrouver l'endurance, de retrouver la forme, de retrouver Parce que nous, le public, tout le monde, on demeure quand même très exigeant envers eux. On s'attend à voir des choses d'un certain niveau d'excellence. Le 23 juillet, par exemple, en plus, il faut dire que la température a été à peu près parfaite. Oui. Pendant tout le festival. J'ai des festivaliers de très, très longue date qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Ah, il n'y a pas plu une fois pendant un concert. Ça s'est jamais vu. » C'est bon, ce qui est probablement vrai. Donc, on a été bénis par rapport à ça. Néanmoins, le soir du spectacle des Grands Ballets, il y a eu un coup de pluie vers 6h30, 7h moins quart. Et tranquillement, après... s'est installée une humidité, mais une humidité froide. Et il y avait un peu de condensation sur la scène. Moi, j'étais assez près de la scène, puis j'entendais le bruit des pas des danseurs là, sur la surface un peu humide, puis je me disais, mon Dieu, puis c'est arrivé en quelques minutes. Hein. Je me disais, j'espère que ça va pas les déboussoler, parce que, bon... mais c'est simplement ça fait partie un peu des aléas là, des spectacles à l'extérieur de toute façon. Ouais. En fait, les 2 premiers concerts étaient à guichet complètement fermé à l'amphithéâtre, donc nos 2 concerts d'ouverture cette année. Et ensuite, il y en a eu plusieurs autres par la suite qui étaient complets. En église aussi, la réponse a été super. Vraiment, on a senti au fur et à mesure que le festival avançait que le mot se passait.
que les normes sanitaires étaient bien respectées, que les gens se sentaient accueillis, en sécurité sur le site. Donc, il y a comme eu un engouement qui s'est multiplié au fur et à mesure que le festival avançait, ce qui fait que le dernier week-end a affiché, les 3 concerts étaient à guichet complètement fermé, donc autour de 1600 personnes chaque soir, ce qui est super. T'sais. Pour beaucoup de gens qui étaient à l'amphithéâtre, c'était le premier événement avec autant de public. Puis d'avoir ce privilège-là, d'être le premier événement pour ces gens-là, ça a été extraordinaire cette année. Puis je suppose aussi, il y a une question un peu de sécurité dans l'optique où c'était à l'extérieur. Donc j'imagine que ça a créé peut-être un sentiment de sécurité, si je peux dire ça comme ça, pour que les gens viennent. Oui, bien en fait, c'est sûr qu'un concert à l'extérieur, ça rassure. Mais après ça, il y avait aussi beaucoup de mesures qui étaient mises en place sur le site pour s'assurer que non seulement on était à l'extérieur, mais que la distanciation était respectée. Donc, on a tracé avec la Place des Arts et la Ville de Joliette des centaines de carrés blancs de 2 mètres carrés pour que, même sur la pelouse, les gens maintiennent une distanciation. Sous le toit, il y avait des espaces entre chacune des bulles familiales. Donc, ça a été beaucoup de gestion, ça a pris beaucoup d'imagination en collaboration avec la Place des Arts, d'imaginer cette manière-là de garder le public à distance. Mais au final, je pense que les gens se sont sentis en sécurité, se sont sentis bien accueillis. Puis il faut dire que les bénévoles, l'équipe, on avait tellement hâte de revoir les gens, puis le public avait tellement hâte de revenir que tout se faisait dans le sourire puis dans la bonne humeur. Donc, ça a vraiment été magique comme expérience. Enseigne toujours demande d'aide financière dans le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, donc au niveau du terrain de soccer. On dit qu'il est proposé que la municipalité de Lanoraie autorise la présentation du projet de construction d'un terrain de soccer au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Lanoraie à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. On dit que la municipalité de Lanoraie désigne M. Marc-André Maheu, secrétaire, trésorier et directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet ci-dessus mentionné. Ça serait aux alentours du centre sportif où il y a le terrain de tennis et la patinoire. C'est dans ce secteur-là. Okay. On envisage le terrain de soccer. Plus vers le nord-ouest. On est rendu au point 6.2. Donc, contrat de service contrôleur animalier. On dit qu'il est proposé de reconnaître l'offre de service de la compagnie 92 66 37 49 Québec Inc., œuvrant sous le nom de le Carrefour Canin de la Baudière pour l'année 2021-2022, selon les clauses prévues à l'entente dont le contrat est annexé au présent pour en faire partie intégrante. Que le maire et le secrétaire trésorier et directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le dit contrat de service. Dans ce contrat de service-là, ce qu'il y aura de peut-être nouveau, c'est qu'à partir de maintenant, la municipalité va prendre en charge les frais qui sont liés quand on a des chats errants. Donc, si on appelle le Carrefour, les chats, donc la municipalité va payer pour pouvoir récupérer les chats. Et tout ce qui est petits animaux aussi, on parle de petits animaux sauvages comme un raton ou moufette dans ces cas-là, ce sera la municipalité qui défraiera les coûts pour récupérer ces animaux-là. Oui? On va savoir qu'est-ce qu'il y en est au sujet de la pétition qui a été donnée au Conseil de la dernière session au sujet du sens unique du couvent et aqueduc. Oui. Tous les citoyens du quartier ont signé pour le changer. Qu'est-ce qu'il y en a? En fait, on avait déjà, on l'a reçu évidemment votre pétition, on en a discuté bien sûr entre nous, on avait déjà commandé des bollards en fait, sont en béton, M. Maheu, si je ne me trompe pas, qui devaient être peints par nos employés municipaux pour installer, pour empêcher les gens de pouvoir retirer toujours la barrière qui malheureusement fait en sorte que les gens tassent la barrière et passent. Donc, ces bollards-là avaient déjà été commandés, ils ont été reçus, donc on va faire l'essai pour voir si ça permet d'éviter aux gens de circuler en sens inverse. On a bien entendu, évidemment, reçu votre pétition, puis si jamais il y avait quoi que ce soit, on en rediscutera évidemment au niveau du conseil pour voir si jamais il n'y a pas de résultat. Oui, bonsoir. Change de sujet complètement, mais c'est quand même important. Il faut savoir, où est-ce que vous êtes rendu dans le projet de mettre la barrière au pied
qu'après les 3 ans, il y a tout le temps de circulation, on est dérangé par les voitures, moi je suis juste en face, il y a tout le temps des lumières, des voitures qui mettent dans le salon. Qu'est-ce que vous êtes rendu là? Elle est commandée, la barrière, est-ce qu'on l'a reçue? Pas encore. Elle est commandée, malheureusement, elle n'est pas encore reçue, mais elle est commandée. C'est sûr que dès qu'on va pouvoir l'installer, ce sera installé. Et la barrière, il y aura des cartes magnétiques pour pouvoir l'ouvrir, cette barrière-là. Donc, la personne qui va avoir sa carte magnétique aura accès au quai en voiture. Donc, ça va être évidemment le plus tôt possible, ce sera mieux, là, mais on est conscient des problèmes que vous avez sur le quai. Il y a plusieurs demandes comme ça qui sont faites régulièrement. C'est sûr qu'on ne peut pas vous tenir au courant sur Facebook de la municipalité de toutes les demandes qui sont faites au niveau de la municipalité, mais il y a des choses qui se font. Malheureusement, le MTQ n'était pas très réceptif. On espère qu'ils vont l'être un petit peu plus à partir de maintenant. S'ils le sont, tant mieux. Ça va nous permettre d'avoir des vitesses qui seront peut-être réduites. Peut-être qu'on aura des dos d'âne, peut-être qu'on aura toutes sortes de choses. Tout est en train d'être évalué au niveau de la municipalité. Et le MTQ gère ce qui se passe dans la Le MTQ gère le chemin Joliette, les Grandes Côtes. C'est sûr que sur ces chemins-là, sur ces tronçons de rue-là, on n'aura aucun contrôle. Il est principalement là. Il y a certains endroits aussi dans la municipalité qui seront à regarder. Si vous saviez le nombre de noms qu'on a eu, là, monsieur Brouillette, c'est incroyable le nombre de noms qu'on a eu. On n'a pas arrêté là, on en a discuté encore en plénière la semaine passée. Donc, je suis d'accord avec vous, on a eu beaucoup de noms, on va faire ce qui est possible. Oui, bien, on a appris que récemment, la compagnie Nouveau Monde Graphite a commencé des dynamitages pour ouvrir le chemin d'accès qui va se rendre jusqu'à la mine. Or, on a appris que ça allait se passer quelques jours avant que ça commence, c'est-à-dire lundi après-midi. Puis, en fait, la compagnie a tout simplement envoyé un courriel à certaines personnes pour dire que ça allait se passer, a mis un message sur sa page Facebook, mais on se rend compte qu'il n'y a pas eu de procédures de sécurité qui ont été appliquées, qui ont été que l'information n'a pas été donnée à tous les citoyens de la municipalité. Puis là, on est préoccupé de ça. Et dans le message fourni par la compagnie, ça dit qu'il pourrait y avoir certains dangers, que les ondes puis les projectiles qui pourraient sortir de ces dynamitages-là pourraient affecter des sentiers de VTT, des sentiers touristiques. Fait que là, on se pose la question, ils disent de faire circuler massivement parce que ça peut être dangereux, mais il n'y a pas eu de procédure de sécurité conjointement avec la municipalité pour informer les citoyens. C'est un peu douteux, là. Honnêtement, je trouve que c'est pas très responsable, puis le protocole était pas très clair. Donc, on va suivre ça de près, là. Les groupes citoyens sont particulièrement préoccupés. Donc, on va suivre le dossier. Donc, pourrais-tu nous parler un peu de l'événement qui se nomme Territoire et Solidarité, qui va être présenté le 14 août, puis la tête d'affiche chez Catherine Dorion? Effectivement. Donc, je suis porte-parole de Québec solidaire Berthier. Puis, cet été, on avait le goût de faire un événement qui sortait un peu, qui était hors du commun, qui était inédit, qui était unique. Puis, on a une députée qui est bonne pour ça, là, faire de l'inédit, de l'unique. Donc, une députée artiste que certains, puis la plupart connaissent bien, Catherine Dorion, qui a le don de faire les choses autrement, puis de brasser un peu les idées politiques en amenant son art dans son engagement. Donc, l'objectif, c'était de créer un événement qui allait, oui, avoir sa vocation politique parce qu'on veut mêler tout ça avec les luttes sociales qu'on a dans notre région, comme la lutte pour la protection des forêts, contre Nouveau Monde Graphite, etc. Donc, on voulait mêler ces luttes-là, mais avec une dimension artistique pour que ce soit un peu plus ludique, tu sais, que ça reste toujours agréable de militer pour des causes politiques. Donc, c'est un peu ça l'objectif, là, de rendre ça un peu plus amusant puis sortir un peu du cadre. Donc, Territoire et Solidarité, c'est né de cette envie-là qu'on avait d'aller vers ailleurs. Puis, on a tout de suite pensé à Catherine. On s'est dit ça ferait une bonne tête d'affiche pour un genre d'événement comme ça. Puis, on s'est dit ça va nous prendre du slam, de la poésie, puis de la musique. Puis, on a tout ça dans la circonscription de Berthier, puis dans la Naudière générale, des artistes super engagés qui font ce genre de pratique artistique-là. Donc, on a lancé au mois de juillet un appel à tous les artistes de la région et d'ailleurs de nous proposer des numéros.
Puis honnêtement, on a été tellement satisfaits des réponses qu'on a eues. Il y a plein de gens qui se sont manifestés pour participer. Puis on va avoir tout un line-up quand même samedi. Vous pouvez d'ailleurs le consulter sur notre page Facebook, mais je peux en nommer quelques-uns. Donc on aura les Mémés pour le climat, Yves Gagnon, qui est un maraîcher biologique très connu au Québec, puis en particulier dans la Naudière, qui est à Saint-Didas, qui est aussi poète, qui a sorti plusieurs recueils. On aura la grande Jo Bocan aussi, qui est une artiste connue pour son art engagé, qui date des années 80, quand même, elle a roulé sa bosse. Puis on aura Nicolas Ouellette, Elisabeth Motard, Jonathan Van Ecken, plusieurs autres artistes qui seront là pour mettre le feu au plancher samedi. Donc c'est ça, la thématique de la soirée, c'est vraiment territoire et solidarité. Ça veut dire haut et fort qu'on doit partager ce territoire-là avec les Premières Nations, puis tisser des bonnes relations avec ces communautés-là qui habitent le territoire avec nous. C'est de dire qu'on veut continuer de lutter pour la transition écologique. C'est aussi de se réunir puis de se mobiliser par les mots pour se dire on a besoin de résister ensemble, puis de créer les liens, de tisser la solidarité ensemble par l'art, ben c'est un peu ça qui va englober toute la soirée. Exact, c'est ça, c'est un événement rassembleur avec la musique. Est-ce que c'est toute la journée? Ou En fait, la soirée officielle commence à 19h. Okay. On va avoir pour le déroulement à peu près là, une petite jasette avec Catherine qui va nous parler un peu de comment elle voit son engagement politique, puis les liens entre la lutte pour la transition écologique puis l'indépendance du Québec, puis avoir une petite discussion avec le public à cet effet-là. Puis ensuite, on va y aller pour la soirée plus artistique qui devrait se terminer autour de 21h. Okay. Mais ensuite, on poursuit informellement autour du feu avec des gens qui ont déjà commencé à préparer des petites performances on the side pour, après la soirée, continuer à tisser des liens avec les gens qui seront là. Donc, officiellement, c'est ça, ça commence à 19h. Dans la journée, on sera de midi à 14h au marché de Saint-Émilie pour promouvoir l'événement. Puis, c'est ça. Catherine va être là autour de 6h déjà sur le site. Donc, s'il y a des gens qui veulent lui jaser avant que ça commence, ça sera possible. Exact. Puis, comme tu l'as mentionné, c'est à Saint-Émilie, voyons. Oui, au 450 rue Adèle Deschênes à Saint-Émilie-de-l'Énergie. C'est tout à fait gratuit. Puis, on est là juste pour avoir 100% plaisir. Donc, je sens que ça va être une soirée vraiment, vraiment le fun. Puis l'enthousiasme est déjà palpable. On l'a vu avec les réactions sur les réseaux sociaux, les inscriptions à l'événement. Je pense que ça va être une très belle soirée. Exact. Puis j'imagine, vu que c'est en plus à l'extérieur, il n'y a pas de mesures particulières? Bien, on va respecter les mesures sanitaires, évidemment. Si les gens se retrouvent à moins d'1 mètre, tel qu'il est prévu actuellement, on va dire aux gens de porter leur masque puis de rester avec leur bulle quand ils vont être assis avec leur... on invite les gens à porter leur chaise de camping, donc s'installer en bulle familiale. Puis pour le reste, ben c'est ça, comme on est à l'extérieur, les règles qui s'appliquent aux événements artistiques extérieurs vont s'appliquer pour l'événement. Fait qu'il n'y a pas trop de danger, mais on va quand même prendre les mesures qui s'imposent. Parfait, merci. On est en compagnie de Mme Francine Vernac et M. Gabriel Lalonde. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes deux artistes en art visuel et vous êtes un groupe dans la vie aussi. Mais quand je lis un petit peu, on pourrait dire, votre façon de fonctionner, votre façon de travailler, vous travaillez chacun de votre côté. Puis souvent, vous vous rejoignez sans le savoir, vous partez avec chacun votre idée, parce que je regarde ici, je trouve que c'est harmonieux, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Tu y vas-tu? Non, mais je veux dire... Allez, commence. Allez-y. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble. On est un vieux couple. Ça fait bien longtemps qu'on est ensemble. Faut pas vous imaginer. Forcément, il y a... il y a une synergie puis il y a une complémentarité. On est très différents.
On est très, très différents. Gabriel va compléter tantôt. Mais en étant différents, il y a une complémentarité. Mais oui, on travaille chacun de notre côté. On travaille tout seul. Là, maintenant, depuis depuis quelques années, 4-5 ans, qu'on est à Coteau-du-Lac, nos ateliers sont plus proches. Okay. Mais avant, physiquement, c'était même assez éloigné. On était dans des rues. Mais est-ce que vous parliez? Vous disiez, je travaille sur ça. Bien, on se parle tous les jours. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que oui, c'est pas le fait de parler tous les jours. Qu'est-ce que je veux savoir? Est-ce que vous discutez? Est-ce que vous parlez en dehors du travail, en dehors, tu sais, comme vous dites, vous êtes à 2 endroits séparés, mettons, si on prend ce principe-là, mais quand vous partez le matin, vous dites, bon, là, j'ai eu une idée, je travaille sur ça, je veux faire ça. Puis l'autre va dire, ah oui, ça m'inspire, ou c'est comme. Non, c'est à la fin, vous regardez les œuvres et vous dites. C'est pas un sanctuaire ni une prison. Tous les jours, elle passait dans mon atelier, tous les jours, je passais dans son atelier, on savait ce qu'on faisait. Maintenant, bon, on est dans le même bâtiment, donc là, on se voit tous les jours, tout le temps. Mais même quand on avait des ateliers très séparés, on se voyait tous les jours. Puis, quand tu rentres dans un atelier, quand tu connais des gens comme on se connaît, ben, tu sais ce que la personne est en train de faire, tu sais comment ça évolue. Et tout le temps, je pense, on était au courant l'un de l'autre du travail qu'on faisait. Et ce que je disais au commencement, ça déteint aussi. Tu sais, quand tu vois les choses, ça finit. Tu as ta pensée à toi, elle a sa pensée à elle, elle a son art à elle, j'ai mon art à moi, mais d'un autre côté, à un moment donné, il y a un amalgame, il y a quelque chose qui se fait, ça s'attache ensemble des fois. Mais non, c'est vrai, on part chacun, Gabriel ne me donne pas ses idées avant de partir, il ne dit pas je vais faire telle chose. Moi, je lui dis pas non plus je vais faire telle chose. Quand c'est commencé, oui. Là, par exemple, les livres suspendus, quand j'ai décidé, le premier que j'ai fait, c'était juste un, puis 2, puis c'est tout. Mais là, quand j'ai vu les 2, j'ai fait, bon, je vais en faire ça. Là, je lui ai dit, je vais faire ça en livre d'artiste. Bon, mais c'est tout. Et je savais même pas, moi, où je vais en aller. Alors, donc, c'est après on le voit en cours de réalisation, puis c'est après qu'on va en parler. Êtes-vous critique un envers l'autre, ou vous êtes critique envers vous-même quand vous faites quelque chose? On est toujours critique envers nous-mêmes. Des bons artistes, ils se posent toujours des questions, ils ne sont jamais contents, ils sont toujours en recherche. Et puis, quand ils en ont fini un, ben, ce qui les intéresse, c'est le prochain qui s'en vient. Donc, l'appréciation aussi vous intéresse, le regard du public? Oui, mais c'est difficile avec l'art qu'on fait. Tu sais, quand je dis aux gens, nous autres, on travaille avec de l'invisible. Si vous rentrez ici, vous regardez ça, vous allez voir des papier journal roulé. Vous allez voir, il y a un monsieur qui est rentré hier, puis il commençait, puis il ne comprenait pas. Parce que on travaille dans de l'invisible. On fait pas ce que vous... On fait pas du paysage, on fait pas du visible. On travaille avec des sentiments, on travaille avec des pensées, on travaille avec l'évolution, on travaille avec la société. C'est ça. Des émotions. C'est ça. Ouais. Ouais. Des émotions, de l'inconscient, toutes les couches qui s'ajoutent. Je vous dirais très environnemental. Tu sais, je regarde ces livres-là, c'est magnifique. Là. Non, mais c'est travaillé, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de choses, mais c'est de la récupération aussi, c'est ça? Oui. Que vous récupérez, même M. Houssé, on récupère... Mais j'ai travaillé toujours presque en récupération. Ça fait longtemps qu'on fait de l'art, puis dès le commencement, je me souviens, quand je me promenais des fois dans des rues à Québec, je ramassais des objets, je ramassais des choses qui traînaient. Je travaille avec des objets, de la récupération depuis tout le temps, parce que la récupération, les gens oublient que c'est encore vivant. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a beaucoup travaillé en art. On a beaucoup travaillé tous les jours, régulièrement. Donc, on a fait beaucoup d'œuvres. Et quand tu avances dans ta vie, à un moment donné, tu as beaucoup d'œuvres. Tu en vends, tu notes que tu aimes moins, tu défais, mais tu restes, il y a quand même des fois beaucoup d'œuvres. Moi, quand je commençais, je faisais un papier chaque jour. Quand je rentrais dans mon atelier, j'avais des papiers de qualité, sur lesquels, en partant, je travaillais une encre noire. Et après, je continuais, je pouvais en faire. Ce qui fait que j'ai des papiers en hauteur de même. Puis j'ai des œuvres. Les œuvres, c'est comme les humains. Ça vieillit bien, ça vieillit mal, ou ça vieillit pas bien du tout. Alors, celles que vous voyez dans mon cas, moi, c'est des œuvres, j'en ai moins ici, mais si vous regardez les petits, c'est des œuvres qui ne vieillissaient pas bien du tout. Francine, c'est la même chose, je pense. Elle va vous le dire, en partie. En partie, oui, puis non. Mais vous me dites que vous faites, vous prenez sur une feuille, vous faites un premier jet du dessin. Est-ce que vous les retravaillez ou vous dites c'est ça,
et c'est fini, ou vous êtes porté à rajouter quelque chose, à dire, peut-être si je mettrais ça, ou suivre les conseils de Francine, essaye-là, peut-être. Non, touche pas ça. Parce que le matin, en réalité, c'est comme une recherche automatique. Donc, des fois, je faisais tout simplement un geste de même, puis j'allais le garder. T'sais. Des fois, j'ai même travaillé, j'ai fait affaire avec des gens, puis c'est assez intéressant. J'ai travaillé les yeux fermés, juste pour voir, il faut que tu trouves des choses nouvelles. Mais ce qui sortait, c'était pas visuellement reconnaissable. Mais pour moi, dans le geste, déjà quelque chose. On a fait une exposition, la grosse exposition à Repentigny, ça s'appelait « Le geste est une parole ». Et pour moi, ça a toujours été ça, à la base. Moi, je suis un écrivain en même temps. Quand tu poses un geste, je parle. Puis j'écris des images, des fois j'écris des paroles. Donc, tu es dans un cheminement continuel que je vous le dis à vous, mais je ne peux pas dire ça à tout le monde quand on les rencontre, ou je ne suis pas tout le temps là quand mes œuvres sont exposées, ni Francine. Donc, la recherche qu'on fait, les personnels, elle ne vient pas intervenir quand je fais ça, elle ne viendrait pas, elle n'oserait pas. Puis des fois, c'est pas bon, tu sais. L'inverse, c'est vrai aussi. Donc, il y a des œuvres, des papiers de qualité qui étaient là, puis j'en ai pris, puis j'ai fait des... Vous regarderez celui au mur là-bas, ça en est ça. C'est comme des patchwork, tu sais, de différentes années, de différents éléments, puis il faut que tu trouves... Visuellement, je regarde l'œuvre, puis je trouve un élément, puis après, j'en mets un autre à côté, puis il faut qu'à la fin, ça donne une œuvre, ce qui est ça. Elle, c'est plus travaillé. Plus réfléchi, plus long. Moi, je travaille plus lentement, beaucoup plus lentement. Gabriel est plus instinctif, peut-être. Tu penses? Oui. Impulsif. Oui, oui, vraiment. Puis sur le moment. Sur le moment, puis ça se fait maintenant. Quoi qu'il y a des œuvres qui vont travailler, qui vont prendre du temps. Ça prend du temps à faire. Tu ne veux pas faire d'erreur, puis rien. Tu n'es pas sur une impulsion. Non, c'est ça. Mais moi, bon, quand j'ai fait ces livres-là, par exemple, c'était... En tout cas, vous verrez... C'était une période de grand changement à ce moment-là. J'avais une maison d'édition, je cessais de faire l'édition, donc arrêt de carrière ou changement de carrière pour me consacrer uniquement à l'art. On a déménagé aussi, on a changé de maison, ça faisait 30 ans, 35 ans qu'on était au même endroit, donc c'était un gros déménagement. Mon père, ma mère sont décédés, mon frère est décédé, donc il y avait beaucoup de... Tout ça, tout ça en l'espace de quoi? De quelques mois, un an maximum. Une couple d'années maximum. Oui, c'est ça. Sauf que c'est ça, vous avez transposé vos émotions. En partie, mais ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il fallait vider les maisons, il fallait vider le local du Loup de Gouttière, qui était ma maison d'édition. Donc, il y avait beaucoup de matériel. Il y en a que j'ai laissé aller, il y a des choses que je voulais garder, mais je ne voulais pas garder toutes les œuvres. Pas nécessairement comme toi, parce qu'elles avaient mal vieilli ou parce qu'elles étaient moins bonnes, mais parce que j'en avais trop et je voulais alléger, je voulais diminuer la quantité. Tu sais. Fait qu'à ce moment-là, j'ai défait. Tout ça, c'était la plupart de ces cahiers, ces livres d'artistes-là, qui sont des livres à exemplaires uniques. Moi, j'aime beaucoup le papier, donc je collais des papiers, je m'enrouflais des papiers sur toile. Donc, c'est des papiers que j'ai retirés des toiles et je ne savais pas comment ils allaient se déchirer, se comporter. Comment survivre. Alors, j'ai travaillé avec ça. Les fermoirs sont beaucoup d'éléments que j'ai récupérés de l'atelier de mon père, qui était un ingénieur inventeur sans diplôme. Donc, il y a un sens dans chacun des livres, il y a un sens, vraiment un sens. Et les derniers, c'est des petites languettes de papier, parce que j'avais plus de grands morceaux. Alors, c'est des petites languettes que je collais une à une. Donc, pour moi, c'est très long, c'est presque monacal, c'est une méditation. Gabriel, lui... Pas toujours. Souvent. Mais ça c'était plus long, oui. Le grand papier, ça a été long à faire aussi. Vous avez répondu à l'appel de projet ici pour la Chapelle. Un lieu comme ça ici, je regarde madame fait un commentaire, là, je vous vois, mais est-ce que ça risque de vous inspirer? Comment vous avez trouvé l'espace quand vous êtes arrivé ici? La première fois qu'on était entré ici, c'était magique. C'est magique. Et on a eu l'impression, ce lieu-là, on a tout de suite dit à Maryse, la directrice, « Ah oui, alors on peut mettre le grand papier, on peut mettre mes livres, les 100, on peut mettre mon installation du nid de mots avec laquelle les gens vont pouvoir intervenir. » C'est
c'est comme s'il y avait une synergie entre notre travail oui. puis ce lieu-là qu'on ne connaissait pas du tout, là, qu'on a découvert cette année. J'ai travaillé avec je l'ai fait en 2018, ce grand rouleau-là. J'ai travaillé avec. J'ai jamais trouvé un espace qui était assez grand pour le montrer presque au complet. Là, on perd ça parce qu'il faut bien l'appuyer sur quelque chose. Mais on peut découvrir, comment je peux dire ça? Sauf j'ai fait à Repentigny, oui, mais il était à... Non, mais il n'y avait pas toute la longueur. Il fait 17 pieds, j'en ai présenté, je pense, 12 pieds maximum. C'est ça. Et là, j'arrive à présenter. Là on l'a tout. Il manque ça. Puis, Ah non, c'est magique. C'est comme si la chapelle avait été faite pour qu'on présente ces œuvres-là. Donc, on invite les gens au début septembre à venir visiter, de venir, comme vous venez de dire, participer, venir s'inspirer, venir voir, venir s'imprégner. S'imprégner, puis participer. C'est comme ici, là, dans le nid de mots, il y a des poèmes, il y a des petits poèmes qui sont épars un peu partout. On invite les gens à laisser un dessin, une trace, un mot, un poème, c'est réel. Les commentaires, c'est dans un autre livre, mais quelque chose quelque chose d'intérieur, de plus personnel, de plus... C'est la même chose. Quand on rentre dans une place comme ici ou dans n'importe quelle galerie, il ne faut pas poser la question, essayer de comprendre. Tu sais, quand le monsieur hier est rentré, puis il ne faut pas essayer de comprendre. Il ne faut pas essayer de comprendre ça. Il faut regarder, il faut se laisser envahir. Il faut qu'à un moment donné, si tu sens passer quelque chose, reste devant, puis regarde-le. Si tu ne trouves pas ça intéressant, il ne faut pas chercher à comprendre trop. Tu sais. Et c'est ça, Francine, bon, ça a l'air de petits livres, ce sont des petits livres, mais quand vous passez dans chacun, c'est un monde dans chacun. C'est une œuvre. Chacun est une petite œuvre. Chacun de ces petits livrets-là est une œuvre en soi. C'est pas parce que c'est petit que c'est pas une œuvre. Tu t'en trouves un qui correspond à ta pensée, qui vient te chercher sur un terme. Je pense que c'est ça qui est important. De façon ou d'une autre, on pourrait dire de façon générale, toute œuvre d'art te rejoint ou te rejoint pas, comme vous c'est ça. Et tu dois le recevoir comme quelque chose que toi, comment tu l'assimiles. Ouais. Je pense que c'est ça. Mais ce que vous disiez tantôt en partant, c'est important. Moi, quand je fais une œuvre, je ne pense pas à ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire de mon œuvre? Je ne pense pas, elle va être présentée où, comment, mais quand elle est présentée, c'est intéressant. Un artiste, il faut qu'il y ait un regard des autres sur ses œuvres. Mais le regard n'est pas toujours le plus facile dans le travail que je fais, dans le travail de Francine parfois. Mais quand on prend le temps juste de regarder, on finit par trouver quelque chose, par avoir quelque chose, mais c'est difficile, tu sais. Mais c'est ça, là. On n'est pas tous... on n'a pas toute la même éducation, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même approche. Donc, moi, je travaille vraiment pour moi. Ce qui me fait avancer, c'est moi. C'est moi que je fais avancer, c'est ce qui m'intéresse, ce jeu. C'est moi que je cherche. Ça fait 30 ans, puis je n'ai pas trouvé encore. Alors, mais non, mais c'est ça. C'est ça, oui, mais c'est ça qui vous maintient en vie. C'est ça. C'est pas juste qui te maintient, c'est ça qui est toute ta vie, est basée sur ça. Je pense que c'est l'être humain, on ne trouve jamais. Je ne veux pas te décourager. C'est beau ce que tu viens de dire, mais c'est dur. Bon, je vous remercie tous les deux. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Bonne semaine à toutes et à tous.